Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fait le point sur la saison culturelle en cours à Beach. Il reste encore 4 dates et ce jusqu'au 30 avril et on en parle dans cette émission avec mon invitée Christiane Schmitt qui est présidente de l'association Cassin. Bonjour. Bonjour Margot. Et bienvenue surtout. Bienvenue. Bonne année, bonne santé encore. Mais oui, meilleurs vœux. On y revient un petit peu plus tard dans l'émission. Merci d'être avec nous. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors j'ai essayé de trouver ton horoscope ce matin et je t'avoue que ça a été très difficile. J'en ai pas trouvé un seul pareil. Mais alors cependant, une chose ressort. En amour, il se pourrait que dans les prochains mois, les choses se concrétisent pour toi. Ah, c'est vrai. Alors voilà. C'est les astres qui l'ont dit. Hein. Ah bah c'est si pas les moi. astres l'ont dit, c'est qu'ils ont raison. Et on a demandé aux internautes si eux, ils suivaient leur horoscope en fait. C'est ça. Focus maintenant sur un mouvement de grève qui s'éternise, la grève des médecins urgentistes. Toujours attendu, le nombre de passages enregistrés aux urgences sur l'année écoulée. Salut Marie, les chiffres sont tombés pour Sarreguemines. Alors du passage, effectivement, il y en a. 27 494 passages en 2019. Je parle exclusivement de Sarreguemines et des urgences adultes. Si on se réfère à 2009, c'est 6 500 passages supplémentaires. Il faut savoir que le service à Sarreguemines et à Beach, puisque les médecins se répartissent le travail entre les deux structures, est constitué de 21 médecins urgentistes qui ont été formés à ce domaine, donc l'urgence. Il n'y a pas de gros problème d'effectifs à Sarreguemines, mais néanmoins, ils sont en grève parce qu'au niveau national, il faut revaloriser ces chiffres et pas simplement, d'après eux, les caler en fonction du nombre de passages annuels. Donc je te le disais, les médecins urgentistes à Sarreguemines et donc à Beach sont en grève. Ils sont en grève depuis la mi-septembre, la grève est illimitée. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu un premier piquet de grève au mois de mai-juin parce qu'ils n'étaient déjà pas d'accord avec les plans de restructuration. On reviendra dessus au courant de l'émission. Il faut savoir qu'ils sont en grève, mais qu'ils travaillent. Et puis, ce mouvement de grève est porté par l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Merci beaucoup Marie, comme tu le disais, on y revient dans un instant. On continue avec les actualités de ce jeudi 16 janvier 2020. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Sécurité routière, environnementale, cybercriminalité, des formes d'insécurité présentes en France. Le gouvernement souhaite donc élaborer un nouveau livre blanc pour fixer les grands axes de travail. Les citoyens sont donc conviés à faire des propositions lors de réunions publiques, comme le 20 janvier à 18h à l'espace Schumann de Rohrbach, ou encore sur le site de la préfecture de la Moselle. Les cinéma-forums se portent bien. L'année 2019 aura vu passer plus de 210 000 spectateurs. Une fréquentation en hausse grâce aux films proposés, notamment les Disney, qui comptabilisent 7 titres dans le top 10. Le Roi Lion avec près de 15 000 entrées ou encore La Reine des Neiges 2. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu se trouve en 3e place avec près de 10 000 entrées. Trouvailles insolites dans un sac orange hier au centre de tri de Saint-Avold et vive réaction. Le personnel a découvert un serpent de 2 mètres de long. Suite à cet incident, le SIDEM a rappelé qu'il fallait impérativement respecter le contenu de ces sacs à l'égard des agents qui trient manuellement les déchets. En somme, pas de carcasses d'animaux, de seringues ou encore de vaisselle cassée. Vous avez encore jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales avant les municipales, via le site du service public, sur le site de la ville ou tout simplement en vous rendant en mairie avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile. Les cigognes, déjà de retour à Sarralbe. Les plus fidèles utilisateurs de la webcam ont eu la chance de les retrouver sur le toit de la mairie il y a peu. Une arrivée précoce qui peut s'expliquer par la météo clémente et les températures douces de ces derniers jours. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et oui, comme vous venez de l'entendre, les températures sont extrêmement douces pour la saison. En témoigne la page météo de Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
La journée de demain va débuter sous un ciel couvert, mais le temps restera sec. L'après-midi, par contre, des pluies faibles et éparses vont se produire. Le temps devrait s'améliorer ensuite en fin de journée. Côté température, le matin, nous aurons entre 3 et 5 degrés. Les maximales iront de 9 à 10 degrés. Demain, nous serons le vendredi 17 janvier. Ce sera la Saint-Rosaline. Le soleil nous accompagnera de 8h18 à 17h04. L'image du jour nous transporte dans une forêt du pays de Bitche dans un décor automnal. Merci à Antoine Pixin pour la photo et vous aussi vous pouvez nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Accompagnement et bons conseils, le pays de Bitche soutient la création d'entreprises. Au niveau local, on vous le disait en début d'émission, les médecins urgentistes sont en grève illimitée depuis mi-septembre. Pourquoi ? Leurs revendications sont les mêmes au niveau national. Focus donc à Sarreguemines. Bastion d'irréductibles gaulois, ces médecins urgentistes à Sarreguemines et à Bitche, ils ont opté pour une grève illimitée. Les restructurations, ils n'en peuvent plus. Les effectifs calculés en fonction du nombre de passages annuels par l'Agence régionale de santé les font bondir. Des chiffres analysés à froid qu'ils opposent à la réalité sur le terrain. Ils exigent le renouvellement du matériel pour assurer des soins de qualité et de restructurer le service pour garantir une prise en charge digne des patients. Au niveau local, ils dénoncent des difficultés extrêmes à s'organiser, mais critiquent aussi des décisions prises avant le début de la grève. Si les urgences pédiatriques traumatologiques ont toujours été prises en charge par des urgentistes qui s'occupent des adultes mais qui ont été formés spécialement pour s'occuper des enfants, ils s'opposent à Sarreguemines à l'arrêt d'un circuit spécifique géré par des pédiatres pour les urgences médicales type gastro-entérite, bronchiolite. Et comme nous l'expliquait ce matin la chef des urgences Emmanuelle Séris, le public peut avoir confiance car nous sommes tous diplômés en médecine d'urgence, en capacité aussi de définir des protocoles d'urgence. Fin de la citation. Et justement, c'est le docteur Séris, chef des urgences, que nous avons aujourd'hui en direct. Bonjour Emmanuelle Séris. Bonjour. Alors vous vous exprimez en tant que délégué régional de l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Docteur Emmanuelle Séris, vous êtes la porte-parole régionale, mais surtout la représentante des médecins que vous dirigez à Sarreguemines et aussi à Bitche. Ce qui m'intéresse, c'est votre présence sur le terrain, votre ressenti. Pour les hôpitaux de Sarreguemines, le matériel neuf acquis dernièrement par mécénat, il y a de quoi tiquer ? Tout à fait. Il est absolument regrettable de constater qu'on est sur un investissement zéro depuis plus de 3 ans en termes de matériel. Donc les besoins sont absolument urgents. Il nous faut des échographes portatifs pour nos SMUR. Il nous faut des scopes qui permettent de paramétrer les patients, qui soient neufs, adaptés aux dernières recommandations et également maniables. Il nous faut des respirateurs également. Sur le parc de respirateurs dont nous disposons entre Sarreguemines et Bitche, sur les 5 respirateurs qui sont du matériel qui n'est pas du tout récent et qui n'est pas conforme aux besoins actuels, en l'état actuel des connaissances, si vous voulez, des performances techniques qu'on peut avoir sur un respirateur, on n'est absolument pas sur du matériel qui répond à ces critères-là. Donc j'ai pu solliciter le mécénat pour pouvoir changer un de ces respirateurs sur 5, mais je trouve ça absolument dramatique. Ça a des conséquences immédiates sur la prise en charge des patients. On a également besoin de pousse-seringues qui soient plus fonctionnelles. C'est vraiment du matériel de base, il n'y a absolument aucun luxe là-dedans. Et ce qui est d'autant plus décevant, c'est que en décembre, malgré effectivement déjà plusieurs plans que la ministre a annoncés, elle a fait une annonce sur une radio de grande diffusion disant qu'elle allait recenser les besoins dans les services d'urgence et s'assurer que ces besoins soient honorés. J'ai aussitôt bien entendu fait une liste qui recensait les principaux besoins dont nous avions, qui étaient criants sur notre site. À ce jour, cette liste a été transmise aux décideurs. Je n'ai pas de retour de la part de notre direction. Oui, on vous a fait des promesses pour le bâtiment de Sarreguemines, mais vous n'avez rien vu venir. Alors en termes de rénovation et de restructuration, effectivement, nos urgences ont vu le nombre de passages augmenter de 6500 passages annuels en 10 ans. Donc on peut bien comprendre que l'architecture qui était conçue pour un nombre de passages qui était plus faible n'est plus adaptée. Et en conséquence, nous avions, à la demande de la direction, il y a déjà plus de 3 ans, rédigé également des plans en 3D au niveau de l'équipe. Donc c'est des ressources uniquement de l'équipe qui ont été mobilisées, des ressources humaines. Nous avions réfléchi à ce qui pouvait être
le plus adapté au flux pour permettre de gagner du temps sur les prises en charge et aussi de la performance. Et effectivement, ces plans, on les a déjà complètement finalisés il y a plus de 3 ans au niveau de l'équipe. J'ai aussitôt, après la visite de M. Lannelongue en juin, transmis ces plans à l'administration de notre hôpital. L'ingénieur en chef en a été le dépositaire. Les plans sont aboutis. Je n'ai à ce jour aucun calendrier. Docteur Serris, vous étiez plutôt satisfaite en juin dernier des annonces de la ministre. D'ailleurs, la première grève avait été arrêtée. Pourquoi ce revirement de situation depuis mi-septembre ? J'ai pensé initialement, ainsi que mes collègues, qu'on avait été entendus. Et en fait, les annonces n'ont pas répondu aux besoins. Donc au niveau national, il y a clairement des problèmes. Et en fait, on reste sur les mêmes revendications depuis le début de la grève. Nous avons besoin de réouvrir les lits, d'arrêter les restructurations hospitalières. Je vous donne des chiffres. Quand on voit qu'effectivement, on a augmenté de 6500 passages annuels notre fréquentation aux urgences et que nous n'avons augmenté le nombre d'hospitalisations en 10 ans que de 19 personnes par an, on peut tout à fait comprendre et se demander où vont ces autres personnes. Je vais vous répondre, ils vont dans les couloirs des urgences et ils rentrent chez eux. Alors qu'ils auraient justifié d'hospitalisation. Des médecins urgentistes qui démissionnent pour alerter l'opinion publique et les politiques, il y en a, mais pourquoi pas vous ? Alors je ne le fais pas parce que je pars du principe que si les contestataires, les personnes qui dénoncent des situations qu'ils estiment être inacceptables de prise en charge des patients, comme je le fais notamment pour le problème des urgences pédiatriques, c'est-à-dire qu'au niveau de notre équipe, nous sommes complètement défavorables au fait qu'il n'y ait pas un circuit pédiatrique dédié aux heures d'urgence pour les urgences pédiatriques médicales, donc les gastro-entérites, les bronchiolites. Nous sommes complètement en désaccord avec cette perte de chance pour les petits patients, sachant que par ailleurs nous avons les compétences pour voir les urgences traumatologiques pédiatriques et que nous les voyons depuis toutes ces années sans aucun problème aux urgences adultes. Mais nous dénonçons des éléments de fonctionnement qui sont à mon sens graves et qui ont des conséquences sur la prise en charge des patients. Et en conséquence, j'estime que le fait de démissionner, par exemple me concernant de mes fonctions administratives, me ferait perdre la voix que je peux exprimer de contestation et je ne m'inscris pas dans ce mouvement-là. Alors bien entendu, je soutiens le geste de mes consoeurs et confrères que je trouve très courageux, mais vu les effets jusqu'ici de la grève qui dure depuis maintenant au moins 9 mois, je suis extrêmement déçue de l'entente qu'on peut avoir à l'évidence par nos politiques. Donc je suis forcée vraiment de constater que tous ces éléments-là de contestation n'ont pas eu d'effet. Donc je préfère rester en poste concernant mes fonctions de chef de service pour pouvoir exprimer mon désaccord sur des décisions que je trouve mauvaises. Très bien, merci beaucoup Dr Emmanuelle Serris d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que si vous êtes accueilli aux urgences, vous pourrez voir les affiches de la MUF. Le personnel distribue aussi des tracts d'informations pour soutenir le mouvement. Comme dit en début d'émission, ils font grève mais travaillent quand même. Une trentaine de futurs infirmiers allemands et français ont passé ensemble toute la journée d'hier à Sarreguemines pour découvrir le fonctionnement du centre hospitalier sarregueminois. Reportage de Thomas Drouin. Ils sont 20 étudiants infirmiers sarrois à avoir découvert la psychiatrie en France. L'IFSI de Sarreguemines a accueilli le groupe dans ses locaux pour une présentation du CHS avant une visite de l'hôpital lui-même, accompagné par les étudiants français suivant l'option facultative d'apprentissage de l'allemand. Un moment d'échange entre étudiants des deux côtés de la frontière et des professionnels venus du CHS. Le but était d'accroître les connaissances des étudiants des deux pays en leur permettant de voir comment les patients sont pris en charge à l'étranger à quelques dizaines de kilomètres de leur lieu de formation. L'après-midi, les étudiants se sont rendus au CHS pour une visite guidée des lieux. L'hôpital spécialisé accueille chaque année 2 à 3 stagiaires venus d'outre-Sarre. Bientôt une nouvelle salle au Cinéma Forum à Sarreguemines. Ce projet, attendu depuis plusieurs années par le directeur du complexe, va se concrétiser cette année. Les travaux ont d'ailleurs débuté. Reportage Guillaume Dumonteil. Le chantier a commencé le 10 janvier par une phase de destruction. Il faut en effet faire place nette avant de construire la 9e salle. Une extension attendue avec impatience.
Il y a vraiment une volonté de notre part pour élargir encore l'offre de films et de faire encore un travail plus régulier, surtout sur les films d'auteur et à essai. Et par ailleurs, donner encore un plus bel écrin aux projections grand spectacle. Et là, ce sera certainement le cas. Cette salle, d'une capacité de 130 fauteuils, sera différente des autres en raison de la technologie utilisée. Il y a une innovation majeure, c'est donc la projection avec une source laser, ce qui permet d'augmenter considérablement la netteté et la colorimétrie de l'image. Et au niveau du son, on aura un son immersif, donc ce sera la première salle du complexe à avoir ce type de son. Il faudra patienter quelques mois avant de découvrir ces nouveautés. On espère effectivement être opérationnel pour la rentrée 2020 et un achèvement total fin de l'année 2020. En 2020, il n'y aura pas un chantier au Cinéma Forum, mais 2. Le hall et les façades du complexe vont aussi être refaits. Il y aura une plus-value esthétique, mais pas seulement. Nous avions également envie d'offrir une zone d'accueil plus large pour faire face aux périodes d'intempéries, de froid, de telle sorte qu'on puisse accueillir davantage de monde dans le hall lorsqu'il y a lieu de patienter. Et je crois que ce sera un gain considérable pour la qualité d'accueil de notre clientèle. Coût total de l'ensemble des chantiers, 2 070 000 € hors taxes. Pour aider les cinémas Forum à financer ces travaux, le CNC et la région ont participé aux frais. La ville et la sous-préfecture de Sarreguemines étaient également là en appui. Et les cinémas Forum se portent bien. Ils ont d'ailleurs accueilli davantage de spectateurs en 2019 par rapport à 2018. Le point avec le directeur du complexe. Quel est le bilan de l'année 2019 pour les cinémas Forum ? L'année s'est soldée positivement puisqu'on a la chance de progresser de 2% en fréquentation par rapport à l'année précédente, soit un total de l'ordre de 210 000 spectateurs payants, ce qui fait une progression raisonnable dans un marché global national qui est à la hausse. Quel est le palmarès des films qui ont le mieux fonctionné ? Alors en tête du box-office, c'est Le Roi Lion qui a vraiment explosé cet été avec près de 15 000 spectateurs, suivi il y a encore quelques temps d'un deuxième film qui est un film français, mais c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui le suivait, mais qui s'est fait bousculer sur le podium par La Reine des Neiges en fin d'année, donc qui ripe à la 3e position, et en 2e position également un film Disney avec La Reine des Neiges numéro 2, toujours à l'affiche d'ailleurs sur nos écrans. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi va ressembler l'année 2020 en termes de bilan, en termes de films qui peuvent bien fonctionner ? Alors l'année sera certainement moins marquée par Disney comme ça a été le cas en 2019 puisque sur le top 10 Disney a placé 7 films. On sera sur une variété certainement plus importante, si ce n'est qu'avec le démarrage d'un film très attendu 1917 de Sam Mendes. On a un autre volet de James Bond qui va sortir au mois d'avril. On a des suites de franchises autres que celles de Disney, notamment Les Mignons. On a à nouveau une franchise qui revient avec Fast and Furious. Donc on sera dans une typologie de films certainement plus large et j'espère surtout qu'on aura de belles surprises puisque ça c'est vraiment ce qui fait l'intérêt d'une année cinématographique. Le mercredi, après la question Facebook, place à notre invité, suivront les bons plans de sortie et enfin notre magazine Histoire d'Histoire, c'est juste après la pub. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le groupe de musique Vikingskald ce vendredi 24 janvier à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition.
la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Marie-Morgane, tu as parlé astrologie avec nos internautes et plus particulièrement des horoscopes. Alors, est-ce qu'ils s'y intéressent? Alors René nous a répondu « Je n'y prête pas attention. Lorsque j'étais petit, j'y croyais. Mais l'expérience aidant, on se rend vite compte que la tournure des phrases permet de coller à tout un chacun. » Alors, il y a Audrey qui, elle, par contre, y croit, contrairement à David et Olivier. Alors, selon un sondage réalisé par la SOFR, 33% des Français croient en l'astrologie et le fait que les signes puissent avoir un impact sur le caractère, et 18% croient aux horoscopes et à la prédiction des signes, à la prédiction par les signes astrologiques. Et sinon, il y a la solution d'Isabelle qui nous a écrit « Je suis curieuse et j'y crois seulement quand c'est positif ». Bah oui, c'est une bonne technique. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais j'attends qu'on me prouve le contraire, peut-être. Si ça fonctionne, on verra. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. Christiane Schmitt, pas besoin d'horoscope pour prédire le succès de cette saison culturelle à Beach? Non, tout est programmé, le succès est assuré. Voilà, je n'ai que ça à dire hein, pour ce qui est de vin. Notre de vin. On va parler justement de cette programmation. Il y a certains spectacles qui ont très très bien fonctionné. On se souvient d'Anne Etchegoyen et son chœur basque, c'était formidable. Le concert d'orgue de Jérôme Faucheur, Souffle d'ébène, le chœur de clarinette de Metz qu'on a aussi pu voir. Un programme varié. Comment on fait pour faire venir tout ce monde à Beach? C'est quand même le fruit d'une longue recherche. Là, effectivement, c'est des casse-têtes parfois pour faire coller et des dates, et puis des groupes, et des tournées, etc. Et puis alors, le fil conducteur, comme le festival de musique transfrontalier, il y a un fil conducteur, et là, il faut rester bien collé, quoi. Hein. Mais c'était un beau festival. Vous avez une idée du nombre d'entrées depuis le début de la saison en septembre ou pas du tout? Non, ça doit tourner autour de, allez, je vais dire, 1500. C'est pas mal. C'est pas mal, bien sûr. Encore une fois, une toujours réussite. mieux faire. La prochaine date, ce sera le 24 janvier. Le 24 janvier, voilà. Alors, c'est un concert un peu spécial que vous allez nous présenter. C'est un concert viking. Viking, effectivement, Skald. Skald est un projet musical qui, en fait, a été créé par 3 musiciens, 3 chanteurs, 3 belles voix lorraines, qui sont tombés sur un producteur réalisateur. Et donc, ils veulent mettre en valeur la culture viking, la culture scandinave, 10 siècles après. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça aussi le but de la saison culturelle. C'est l'originalité. Et l'originalité, de toute façon, on cherche toujours pour apporter des choses nouvelles à notre public. Donc Skald, c'est très spécial. Mais alors, c'est ouvert tout public. Puisque contrairement aux idées reçues des Vikings un petit peu rustres, non, ils ont aussi cette douceur poétique qu'on peut amener, qu'ils apporteront ce soir-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite un extrait, peut-être, pour se rendre compte. Alors on entend, il y a des instruments qui ne sont pas du tout communs, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Absolument, bien qu'ils soient rangés parfois dans le côté métalleux, mais il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de percussion non plus, pas de batterie non plus. Par contre, il y a des percussions tout à fait, avec des petites, composées avec des os, etc. Et aussi alors des noms très spéciaux, la Tal harpa, la nickel harpa, la lyre comme pour instrument à cordes, ou alors les percussions tribales, quoi, carrément. Voilà, ce qu'on vient de voir dans l'extrait, et qui donne justement cette ambiance mystique à la soirée. Alors ça donne envie d'y aller en tout cas. On va peut-être rappeler qu'on peut faire gagner des tickets. Marie-Morgane, comment on fait pour les gagner, les tickets? Alors c'est super simple, rendez-vous sur notre page Facebook, il y a un jeu concours qui est en place. On vous fait gagner 3 fois 2 billets. Alors vous avez jusqu'à mardi
mardi pour jouer, alors n'attendez plus, il suffit de mettre un petit commentaire sous la publication. Voilà, c'est facile. Christiane, c'est votre coup de cœur, Skald, hein, je crois. Oui, quand j'ai entendu la voix, alors que je ne suis pas du tout sur les réseaux métal ou autres, mais moi j'avais qu'une seule imagination, c'était ses cornes sur la tête. Mais alors depuis, je suis vraiment très fanatique. Là, c'est moi, Ella est à moi. Bon, alors ça c'est la prochaine date qui va arriver le 24 janvier. Il y a encore 3 dates jusqu'au 30 avril. On peut les passer en revue rapidement ? Rapidement, oui, à peu près tous les mois. Donc 24 janvier. Ensuite, le 28 février, nous sommes avec le Grand Ballet de Kiev, avec un conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains, 2 étoiles et un ensemble de danse classique ukrainienne. Alexandre Stroyanov, c'est le compositeur, c'est celui qui est chef donc de cette école. Mais aussi une des étoiles qui sera donc à Beach. Okay. Il y aura le Bagad de Lambewe de Lorient qui sera là le vendredi 20 mars, toujours 20h30. Et là, c'est son second passage pour un public insatiable. Parce qu'au Pays de Beach et même dans tout le coin, on adore le folklore breton. Et donc la musique militaire aussi, puisque nous sommes une ville, Beach étant une ville, voilà, il y a beaucoup d'adeptes de la musique militaire aussi. Donc il y a un petit peu ce mix des deux. Et sonneurs, cornemuse, voilà, bombarde, tambour battant. Nous serons au rendez-vous aussi donc le 20 mars. Ok. Et la dernière ? Ensuite, nous terminerons par un groupe américain de chanteurs et de danseurs, c'est The Shade of Soul. Alors là, effectivement, ce sont des stars du disco, du pop, du funk, soul et du hip-hop qui seront mis en valeur et en lumière avec des interprétations des chants de Whitney Houston, Michael Jackson, etc. Alors là, tout le monde va finir sur la piste. En tout cas, il y a de quoi plaire à tout le monde. Absolument, voilà. C'est ce qu'on recherche toujours. Hein. S'il y a une chose à retenir, la diversité, voilà, parce que quand on a un pays comme le Pays de Beach, bon, il en faut pour tout le monde. Je veux dire, on essaie la diversité. Voilà. Et un secteur très culturel, voilà, qui est animé par l'association Cassin, dont vous êtes la présidente. Voilà, je suis la présidente. D'un des acteurs culturels, il y en a tellement au Pays de Beach. On va peut-être en profiter pour donner les contacts si on veut avoir plus d'informations. Donc ça va s'afficher en bas de l'écran. Alors il y aura un numéro de téléphone, voilà, et une adresse mail. Donc on peut contacter l'association Cassin pour avoir plus d'informations. Je voulais juste dire aussi des partenaires tout particuliers pour notre concert de Skald. Il s'agit de Top Pizza à Beach qui va sur une semaine faire une pizza viking. S'il vous plaît. Et également, quelqu'un qui s'est déclaré spontanément, c'est un tatoueur que nous avons à Beach, c'est le Vieux Carré, qui s'est proposé pour faire aussi un peu de billetterie. C'est important de citer les sponsors. Il y a cette énergie qui converge autour d'un spectacle, d'un événement. Eh bien, on a hâte de découvrir. Merci Christiane Schmitt d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Vous restez avec nous ? Bien sûr. Alors, on va continuer par passer en revue quelques sorties à faire ce week-end. Marie-Morgane, quelle est ta sélection ? Alors, pourquoi ne pas participer à la nuit de la lecture ? Elle est notamment organisée à la médiathèque de Beach, samedi de 18h à 20h30. L'idée est simple, vous pourrez choisir un ou plusieurs livres dans les rayons ou alors apporter votre livre préféré et faire lire l'extrait par une autre personne. Des comédiens et des bibliothécaires se prêteront également au jeu. Et la nuit de la lecture, ce sera également à la médiathèque communautaire de Sarreguemines de 18h à 21h. Là, pas besoin d'emmener son livre, mais vous êtes invité à venir en pyjama et avec votre coussin. Il y aura plusieurs animations. Les petits pourront entrer dans la cabane à histoire. Il y aura des bricolages, des jeux de société et une lecture comptée à suivre en famille à 20h. Pour ces 2 événements, l'entrée est libre et gratuite. Alors tu as une autre idée maintenant, mais cette fois c'est pour les adultes. C'est ça, le club d'œnologie de Woustvillers, Jeudi Vin, organise son 2e salon des vins ce week-end. Et pour vous en dire plus, je vous propose d'écouter Régis Brucker. Donc à Woustvillers, il y aura 39 exposants, ce qui est unique sur la région. Sur ces 39 exposants, il y a 25 vignerons, donc les 14 autres produits du terroir. Tous les gens qui seront présents seront des fabricants, c'est-à-dire qu'ils font leurs produits. On pourra discuter avec eux sur la manière dont ils font leurs produits, échanger. Donc c'est la 2e édition de Salon du Vin. La première édition a été un grand succès et il n'y a pas de raison que la 2e ne le soit pas.
est ouvert samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à 18h au complexe Le Prince Ringuet à Voustvillers. Le prix d'entrée est de 3 €. Bon, on repense maintenant aux enfants, ils pourront s'amuser la semaine prochaine. C'est ça, mardi, une soirée jeu est organisée à Berenthal. La bibliothèque municipale vous propose de passer un bon moment en famille ou entre amis tout en découvrant des nouveaux jeux de société. L'entrée est gratuite mais il faut s'inscrire au préalable en mairie à l'adresse mairie.berenthal@wanadoo.fr. Samedi, ce sera l'occasion de mettre en avant ses talents. Exactement, la soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club de Sarreguemines revient pour une seconde édition. Ce sera samedi soir à 19h à l'Hôtel de Ville. Il s'agit d'un concours où les candidats devront tout donner devant un jury présidé par Marina D'Amico. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Raphaël Lorraine. Vous pouvez acheter un billet en prévente à l'Office de tourisme ou au Cora de Sarreguemines. Le tarif est de 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Et enfin, pour les fans de musique, tu as un autre rendez-vous à Sarreguemines aussi. En effet, toujours samedi soir, le groupe de Wolfgang Sweet va donner un concert au Terminus. C'est un trio avec du chant, du piano et de la batterie acoustique. Rendez-vous donc à la brasserie Le Terminus à partir de 20h. Donc du coup, on voit Sarreguemines ou Beach, dans les deux cas, il y a de quoi faire, il y a de quoi sortir, il y a de quoi s'amuser. Et voilà. Merci beaucoup Marie-Morgane. On va passer à notre magazine Histoire d'Histoire. Il y a 75 ans, les températures frôlaient les moins 20 degrés. La neige couvrait tout le paysage et tout était gelé. C'est dans ces conditions que le pays de Beach et le nord de l'Alsace ont été le théâtre des derniers affrontements pour la libération du territoire français. Mais l'avancée américaine sera retardée par la terrible opération Nordwind. Voici le récit de Catherine Henrich. Excellente fin de programme et à très vite. Hiver 1944. Alors que Sarreguemines est libérée depuis le 6 décembre comme d'autres villages alentours, le front est aux portes de Beach. Hitler lance sa dernière contre-offensive sur la France pour reconquérir Strasbourg et démontrer son génie militaire. Il sait qu'elle ne lui permettra pas de gagner la guerre, mais elle pourra retarder son échéance. C'est l'opération Nordwind. Nordwind est quelque part une opportunité pour les Allemands, puisque la puissante troisième armée de Patton, parce que Patton s'est fait toute une réputation de chef de guerre, etc., est obligée de monter vers le Luxembourg, et les Allemands savent qu'il y a un vide qui s'est fait. Donc pour eux, c'est l'opportunité. Et notre secteur, c'est la pointe nord de l'offensive Nordwind, qui en fait démarre à Blies-Gerswiller et qui va jusqu'à Wingen. La région a été libérée tout d'abord par les armées du général Patton, la troisième armée. Cette armée a réussi à rentrer en partie un peu en Allemagne, notamment dans le secteur de Bliesbruck, et s'est déclenchée à la mi-décembre la bataille des Ardennes qui a tout chamboulé. À ce moment-là, les armées de Patton ont quitté le secteur et c'est un étalement des forces américaines qui a affaibli ce front. Et ce front, ensuite, a été percé au début de l'année 1945 et les villages, en fait, ont été, en quelque sorte, certains ont été repris par l'ennemi. Les gens pensaient avoir été libérés et finalement ce sont les Allemands qui reviennent, comme par exemple Rimlin, Bliesbruck, Obergelbach. Voilà. Et c'est surtout à Ersching-Giederkirch qui s'est retrouvé dans un premier temps sur la ligne de front, puis après en territoire allemand. C'est un village qui a particulièrement souffert de cet état-là, de cette affaire. Lorsque Patton est parti, qu'une division américaine s'est installée ici, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait plus tenir le front que tenaient les armées de Patton. L'armée américaine a décidé de se retirer à l'abri sur les hauteurs et
le 24 décembre, toute l'armée américaine quitte, enfin toute l'armée, toutes les troupes américaines quittent Bliesbruck, créant une panique dans la population qui elle-même à ce moment-là fait ses bagages et suit l'armée dans le retrait. Et ces gens de Bliesbruck vont donc monter la fameuse Hermeskapelle que tout le monde connaît. Ils vont descendre, passer dans Wieswiller et continuer leur route après sur Wittrin ou Aachen. Et pendant ce temps-là, sur la ligne de front allemande, on se réorganise, les troupes se renforcent en vue de la grande offensive. Hier in der Geisfeldhöhe, also die 6. SS-Gebirgsdivision Nord, die hat ja in Finnland mit den Finnen gegen die Sowjetunion gekämpft. Und als die Finnen mit der Sowjetunion einen Separatfrieden schlossen, mussten die Deutschen aus Finnland raus. Und dann sind sie im November, die 6. SS Nord, im November in Dänemark angekommen. Dort wurde eine Kampfgruppe gebildet, eine Vorausabteilung, die wiederum nach Pirmasens verlegt worden ist. Und die kamen am 30.12. hier in Pirmasens an. Und ein Teil dieser Einheit wurde hier in der Geisfeldhöhe untergebracht, vor dem Angriff. Ja, die Offensive war ja breit aufgestellt. Das ging ja quasi von 2 Brücken aus. Da war die 17. Panzerdivision, SS-Panzerdivision, oder Götz von Berlichingen hat er angegriffen, und das zog sich ja die ganzen nordpfälzische Front entlang, den Elsass bis an den Rhein. Und im Rhein selbst wollte also am Oberrhein sollte nochmal eine Armee angreifen und sollte in einer Zangenbewegung quasi den Elsass oder den Nordelsass zurückerobern. Also die Einheiten, die hier in der Geisfeldhöhe waren, die haben bis 25. Januar im Nordelsass gekämpft, und dann wurden sie dort herausgezogen und kamen dann an eine andere Front, weil die Amerikaner griffen ja auch von Trier aus Richtung Hunsrück an, und dann wurde diese Einheit dort an diese Front verlegt. L'opération Nordwind est déclenchée pendant la nuit du 31 décembre sur la ligne de front. Les Allemands sortent des bois et se ruent sur les positions américaines. Pourquoi les Allemands sont passés à Aachen? Aachen devait être l'offensive en direction de Diemringen. Et l'objectif des Allemands, dans un premier temps, c'était de prendre la ligne Maginot, en fait, la ligne Maginot, puisque les Américains pouvaient s'arc-bouter sur ces forteresses, sur le béton. Et les Allemands percent donc cette nuit du 3 janvier, ils percent à Aachen, ils arrivent à Aachen. Pendant qu'on se bat autour de Riemlin, Gros-Rederchin, Wölflin ou Aachen, les civils tentent de fuir les combats. Le 3 janvier, à Kalausen et Wittrin, on voit arriver les gens de Aachen. Il y a eu le déclenchement d'une partie, le déclenchement d'un départ d'une partie des gens de Wieswiller et de Wölflin lorsqu'ils ont vu passer les réfugiés de Bliesbruck. Ça a déclenché effectivement un départ aussi. Il y a une partie des gens sont restés. Alors en général, d'après les témoins que j'ai rencontrés, c'était souvent le grand-père ou le père de famille qui restait pour s'occuper du bétail, parce que les gens avaient des bêtes autrefois dans les maisons. Et donc ces gens-là sont restés. C'est eux qui ont en fait un peu vécu les combats par la suite. Les combats se bornaient surtout à du pilonnage d'artillerie de la part des Allemands dans les villages et à des allers-retours des troupes américaines qui venaient à l'arrière suite à la relève sur le front. Les gens de Wittrin voient arriver les réfugiés qui viennent de Wieswiller, Wölflin. Et du fait de la situation critique pour les Américains, ils bloquent les routes. Donc j'ai un témoignage là-bas qui est intéressant. Le soldat américain met son arme sur la tempe du réfugié pour qu'il ne passe pas. Et finalement, les gens forcent le passage. Voilà. C'est une situation dramatique pour les réfugiés, puisque
Normalement, ils n'ont pas à être sur les routes, voilà, d'après les militaires, bien sûr. Les civils, bien évidemment, ont fui les zones de combat et se sont reportés sur les villages qui étaient libérés. Par exemple, je prends le cas de Kalausen. À partir du 3 janvier, il y avait une centaine de familles d'évacués qui étaient donc réfugiés à Kalausen. Pour vous donner un exemple, chez mes grands-parents, une pièce leur était réservée. Parce que d'une part, il y avait les Américains, les Français de la 2e DB et les réfugiés venus des autres localités. Il faut quand même savoir une chose, c'est que les gens, quand ils sont partis avec leurs chariots et leurs bêtes, c'était en plein hiver, les routes étaient gelées, mais il y avait aussi des moments où ils étaient visibles par les Allemands et les Allemands leur tiraient dessus. Certains ont eu quelques tirs d'obus, quelques tirs d'artillerie, mais on s'en sont sortis quand même indemnes parce que beaucoup ont voyagé de nuit quand même. Le 5 janvier, la 4e division blindée américaine a pour objectif de prendre la route donc stratégique Sarreguemines Beach. Et l'objectif, c'est Binnin-Rohrbachli Beach. Donc le 5 janvier, en fin d'après-midi, les Américains essayent de prendre Binnin par l'ouest, à revers, et se font aligner par les Allemands depuis Singlin. Et cette fameuse après-midi, ils laissent déjà 14 chars sur le terrain, dont 5 immédiatement détruits. Et le lendemain, rebelote, enfin je ne vais pas parler comme ça, le lendemain, les Américains reprennent l'offensive en direction de Singlin et perdent encore une fois 4 chars. Donc voilà, on pense qu'il ne s'est rien passé chez nous, mais en fait, les troupes américaines se sont retrouvées face à un ennemi coriace. Chez nous, les opérations militaires par rapport à Nordwind s'arrêtent le 4 janvier. Aachen est libéré, Groß-Rederstein est repris dans la foulée. Mais dans le pays de Beach, enfin plutôt à Beach, la situation est plus corsée. C'est-à-dire que les Allemands ont conquis des portions de territoire qui vont rester entre leurs mains, parfois jusqu'à la mi-mars. À la mi-mars, c'est l'opération Underton qui marque donc le début de l'offensive américaine généralisée. Sachant qu'il y a eu des combats à Rimlin, à Groß-Rederstein encore par la suite, puisque des rectifications de front sont effectuées. Voilà. Et Rimlin retombe entre les mains allemandes le 9 janvier. Les principaux témoignages que j'ai en général, c'est le vécu dans le village même avec les troupes américaines, les promenades en jeep pour les gamins, certains étaient restés quand même, et il y a l'artillerie installée autour du village. Beaucoup me disent là il y avait un canon, là il y avait 2-3 canons, il y avait des batteries ici à cet endroit-là. C'est surtout ça les témoignages que j'ai reçus. Après sur les combats n'étaient pas dans le village, les combats étaient dans le bois de Bisbruck qui était un peu plus loin, dans le secteur de Wolf-la-Wieswiller. Donc on entendait sans doute les bruits des combats parce que c'est franchement pas loin, mais on n'en voyait rien. Là, si, certaines choses qu'ont vu les gens, c'est les camions de morts, de soldats américains qui étaient empilés, gelés, parce qu'à l'époque il faisait très froid, des camions de soldats morts empilés dans les camions et qui étaient transportés, qui passaient à travers le village. Les Américains en fait avaient pour habitude d'évacuer leurs morts pour éviter que les soldats qui arrivaient ensuite prendre la relève ne voient pas de cadavres traîner, surtout de leurs hommes. Les Allemands ils les laissaient, les Américains ils les enlevaient pour montrer que l'ennemi était mort. Alors sur les morts civiles, je ne sais pas, on n'a pas trop de choses. C'est des accidents, c'est surtout par tir d'artillerie. Quand les villages étaient bombardés, parfois ça coûtait la vie à quelqu'un. Une dame qui m'a raconté qu'elle était jeune fille, elle chantait à la fenêtre, il y a un obus qui a explosé pas loin, elle a vu un shrapnel, un éclat passer à ras de son visage. Elle a échappé belle, quoi. Elle a échappé à la mort ce jour-là. Du
Du côté des historiens américains, Nordwind a été quelque peu oublié, parce qu'il y a eu donc cette fameuse offensive des Ardennes, qui a démarré donc le 16 décembre, et qui a occulté Nordwind. Donc quelques historiens s'intéressent à cette affaire, bien évidemment il y a des sources, mais même chez nous, les gens ne savent pas ce qui est arrivé, parce que c'est complexe. On est libéré par les Américains, les Allemands reviennent, voilà, il y a de nouveau une avancée des Alliés, et c'est très complexe. Bien que ça ne concerne que quelques villages frontaliers finalement, ce ne sont pas de grandes portions de territoire, mais les gens qui habitent, qui vivent dans ces portions de territoire ont énormément souffert de cette situation. L'abandon de l'offensive Nordwind le 25 janvier ne marque pas la fin des combats dans la région, ni celui du calvaire des civils. Dans le pays de Bitch, on compte les victimes. Parmi eux, les martyrs d'Erchin marquera les mémoires. Le 23 février 1945, les bombes américaines faisaient 45 victimes, dont 23 enfants. Bliesbruck aussi reste marqué par cet hiver douloureux. La seconde évacuation du village le 24 décembre 1944 et la traversée d'un pont de fortune sur la Blies expliquent que le village s'est reconstruit rive gauche du cours d'eau et non sur son emplacement d'origine rive droite. Les habitants redoutant sans doute de se retrouver un jour pris au piège du mauvais côté du pont. Bliesbruck, Bitch ou même Haguenau attendront le 16 mars pour être libérés. Le 20 mars, toute l'Alsace et la Lorraine sont définitivement libérées.